Donc nous sommes à la Bibliothèque nationale et nous allons interviewer Catherine Lyre en compagnie de Mireille Petit et de Juste Jonathan. Nous sommes devant les globes de Cinderelli du XVIIe siècle. Voilà. Bon, on peut se rapprocher là, vous pouvez vous rapprocher. C'est vraiment joli, effectivement. Bon, alors, on va pas rester trop longtemps ici, parce que c'est un peu sombre, mais disons que ça permet quand même de voir un peu l'endroit. On a fait les interviews. Ça, pour moi, c'est magnifique, ça. Donc, ce sont les globes de la Bibliothèque nationale. Regardez, il y a un beau signe de la balance derrière. Vous avez des commentaires à nous faire, Juste Jonathan, sur le... C'est toute la mythologie qui se trouve derrière. Et en particulier la balance qui me travaille. C'est pour ça que je m'appelle Juste. Et la licorne qui vient représenter devant. Non, c'est vraiment de très belles œuvres. Pour planter le décor, c'est bien. Voilà. Donc on va poursuivre vers la passerelle. La fameuse forêt de la Bibliothèque nationale. C'était comme par hasard. Et il était le patron de tout ça, puis il a pris son galon de chérubin. C'est fantastique quand on découvre tout ça. Là, nous sommes dans un haut lieu culturel. Je crois que Jacques nous amène à la passerelle. Voilà. La fameuse passerelle. Passerelle, Simone de Beauvoir, la femme de Jean-Paul Sartre. Moi aussi. Non, moi aussi, c'était très beau. Ça valait le coup d'œil. Comment vous définissez alors? Bonjour Jacques. Alors, bonjour. Je suis contente vous êtes qu'on fasse cette petite interview ensemble. Enfin, oui. Donc vous vous définissez, vous ne voulez pas être simplement une astrologue, je crois. Ça m'est difficile puisque j'ai développé plusieurs cordes à mon art, plusieurs talents. Et par logique, je rassemble un peu mes pièces comme un puzzle, quoi. Alors les pièces, symboliquement les pièces, c'est quoi? C'est ma première partie de vie qui était comédienne, où là je me sers aussi, comme je vous l'avais évoqué, de ce domaine d'interprétation, de clés, de techniques pour aider les uns et les autres à s'exprimer. Donc c'est une autre facette de mes activités. D'ailleurs, le mot interprétation, c'est un mot qu'on trouve également dans le théâtre et dans l'astrologie. Voilà. On interprète un thème, on interprète un rôle. Exactement. Et c'est un mot qui est très fort dans ma vie. C'est le mot-clé de ma vie en fait, puisque je passais 10 ans à interpréter des rôles et j'ai passé plus de 10 années à interpréter des thèmes d'amis, des clients bien sûr en dominante. Il faut leur donner une chair, c'est ça. Voilà. Dans les deux cas, le comédien doit donner de la chair à un texte qui est un petit peu abstrait. Du corps, de la vie bien sûr, plein de nuances. Et l'astrologie, c'est plein de nuances. Il y a une énorme reliance en fait entre le milieu, ce domaine du théâtre et de l'interprétation et l'astrologie. Donc ce n'est pas un hasard si, à un moment donné, j'ai eu envie de développer cet axe. Mais enfin, malgré tout, il y a eu d'autres événements aussi. Dans le cadre du théâtre, on a quand même un texte qui est là, qu'il faut dire. Alors qu'en astrologie, il faut quand même traduire carrément. Ah ben voilà, mais c'est vrai que c'est une interprétation différente. Mais on est toujours dans la psychologie. Alors je dirais, pour ajouter, il y a deux thèmes, il y a deux domaines forts, l'interprétation d'une part et la psychologie de l'autre, d'autre part. Et en fait, c'est ces deux domaines qui mobilisent toute mon énergie et mon intérêt dans la vie. Finalement, un intérêt très très fort pour la psychologie, en passant par l'interprétation. Donc le client, c'est le public un peu, le public. Oui, mais... Vous lui jouez quelque chose qui le concerne je lui donne, en fait, là c'est plus un moment de partage et de don, d'un travail, d'une expertise, où là, je vais assez loin pour pouvoir donner des clés. Le but étant de donner des clés. Et dans la mesure où le milieu artistique, le théâtre, ça fait référence à des dons et des talents,
au niveau artistique, je m'arrange pour effectivement mettre en avant tout ce qui est don et talent pour chaque individu. Ah d'accord. Tout ce qui est don et talent pour chaque individu pour les aider à avancer et pour les encourager à utiliser leur talent. Donc en quelque sorte, vous êtes un peu le metteur en scène de vos clients. Oui. C'est-à-dire que vos clients deviennent eux-mêmes des personnages à qui vous donnez un rôle à jouer. En quelque sorte. Je les valorise parce on est nés tous avec des potentiels. Et ces potentiels, j'en ai eu tellement conscience que ça m'a donné envie de développer le coaching. Comme vous le savez, le coaching c'est une autre casquette. D'ailleurs là on en aurait bien besoin des casquettes parce qu'il se met à pleuvoir. Moi, j'en ai une. Donc je crois que nous allons poursuivre cette interview un peu plus loin, n'est-ce pas? Alors nous allons essayer de reprendre les choses au point de départ de notre rencontre avec l'astrologie. J'aimerais bien que vous évoquiez comme cela, de façon anecdotique, l'expérience AstroFlash. Alors, expliquez-moi, avec qui vous étiez, parce que dans notre télévision, on aime bien mentionner des noms, des souvenirs, des moments. Ça a été une expérience intéressante, ça remonte quand même il y a presque une trentaine d'années. Oui, c'est une très bonne expérience, bon souvenir. Le destin m'a amené chez AstroFlash, j'avais 18-19 ans, 19-20 ans peut-être. Et je cherchais un petit job d'été. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler à AstroFlash en passant par le biais d'une amie qui connaissait ce centre, par sa tante qui travaillait là-bas. Et voilà, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler 2 étés à AstroFlash. Ça m'a permis de voir en quoi consistait véritablement l'astrologie parce qu'il diffusait les études par ordinateur. Et par rapport à ces études, j'ai eu l'occasion effectivement de voir que beaucoup d'informations reposaient sur des données mathématiques, algébriques. Et c'est ça qui m'a très vite interpellée. Vous n'avez pas été initiée à la consultation? J'ai pas été initiée, j'ai appris bien plus tard, puisque après ce passage-là, j'ai fait mes études de droit et je me suis lancée après dans mon métier de comédienne. Alors donc à AstroFlash, avec qui vous travaillez à AstroFlash? Il y avait une belle équipe adorable, j'aimais beaucoup. Il y avait Yves Lenoble qui était dans les bureaux, qui descendait de temps en temps. Il y avait Dominique Berthier qui était le gérant. Alain à l'accueil, un monsieur, qui était un jeune homme adorable. Le corps aussi. Henri Lecor qui était un des participants de l'élaboration des logiciels, c'était un matheux. Pareil, on le voyait de temps en temps parce que les bureaux étaient aux Champs-Élysées. Il y avait Jean-Claude Brière. Jean-Claude Brière travaillait à AstroFlash aussi, effectivement pas sur l'été, où il y avait certains jours dont on se croisait. Et c'est vrai que c'était une très bonne ambiance. Alors comment se comportaient les gens? Et le directeur, enfin celui qui gérait totalement, là, les noms reviennent, vous voyez, c'est pourtant loin, Masson, monsieur Masson, oui. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont marqué un peu l'histoire à leur manière par les premières études astrologiques et les études astrologiques de qualité, hein, puisqu'ensuite, on ne peut pas dire que ça a été de très bonne qualité tout ce qui a été fait après. Les études astrologiques ensuite n'ont jamais atteint cette qualité-là, je pense. Mais vous avez réfléchi sur la façon dont vous pouvez rédiger tout ça J'ai réfléchi, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'analyse, apprendre, appréhender et faire de véritables consultations, chose que j'ai faite plus tard. Mais au moment où j'étais à AstroFlash, j'avais plus une attitude curieuse envers ce domaine. C'est vrai que je m'y intéressais très jeune, il faut être honnête, hein, vers l'âge de 10-12 ans, j'étais très sensible à ce domaine. Et le fait d'atterrir dans cet univers, on va dire, le hasard, qui pour moi n'était peut-être pas un hasard, hein, parce que ça a quand même marqué une partie de ma vie, m'a beaucoup interpellée, parce que j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait quand même beaucoup de correspondance avec les personnes qui passaient au centre, qui interrogeaient les astrologues, que ce soit Alain, Yves Lenoble qui était là, enfin les membres d'AstroFlash, et ils avaient des informations quand même très pertinentes. Donc je me suis dit, même avec des études par logiciel, ce type d'études en tout cas, c'était déjà un seuil pertinent. Et c'était des vraies consultations qui allaient bien plus loin, où j'ai eu l'occasion d'écouter aussi un peu. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on peut lire sur, enfin une question un peu naïve, mais oui. Quelle est entre ce qu'on peut lire sur un document qui sort par ordinateur et le travail de l'astrologue en cabinet en face à face? Alors, moi, il est clair que personnellement, j'ai jamais utilisé les études. C'est pas les études
par ordinateur. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. À l'époque, c'était une découverte. Mais quand on peut faire une consultation véritable, c'est encore mieux. C'est du sur-mesure, véritablement. On a la date, l'heure et lieu de naissance. Par un logiciel, on tient compte aussi de la date, l'heure et le lieu, mais le lieu déjà est simplifié. On prend le département. L'heure, s'il y a un doute, on l'arrondit à une demi-heure. Et ensuite, les données qui sont rentrées dans le logiciel, on va à l'essentiel. Tandis que, eh bien, à partir du moment où on considère l'astrologie d'un art, on va vraiment interpréter le thème en faisant un peu du sur-mesure, hein, des points, quoi. Vraiment, c'est l'accent sur des données qu'on ne peut pas avoir avec une étude par ordinateur. Parce que ça nécessite beaucoup de travail de synthèse et d'analyse sur le thème. Donc il y a une déperdition automatiquement par un logiciel, il y a une déperdition. Moi je dis toujours, le jour où on va voir un médecin qui nous sort notre étude de diagnostic médical par ordinateur, ce sera très inquiétant. Et je mets ça un petit peu en parallèle parce que finalement les paramètres pour étudier une carte du ciel, un thème natal, ça demande vraiment un travail de synthèse, d'analyse pointue pour donner le meilleur. C'est pas seulement de nous voir, c'est pour avoir des conseils. Des conseils aussi, être un peu guidé, orienté. Souvent, il y a des choix à faire et on n'a pas l'équivalence par un logiciel, mais ça, c'est vrai que tout le monde le reconnaît. Donc, c'est pas un dilemme, ça. Puis, bon, moi, c'est pas non plus ma tasse de thé. Ça m'a permis simplement de découvrir ce domaine quand j'étais à Astroflash, parce que c'est vrai que c'était de qualité. Mais alors, vous avez parlé de comment se présentaient les gens qui voulaient des Astroflash, vous avez une attitude comment par rapport à l'astrologie des clients? Tout simplement, les personnes venaient à l'accueil. Est-ce que ça les impressionnait que ça sorte par ordinateur, ça c'était un côté comme ça, un peu plus... Non, mais les personnes ne savaient même pas qu'on pouvait leur faire des consultations en direct. Non, mais je veux dire, l'astrologie par ordinateur, c'était quelque chose, c'était un plus pour eux, c'était plus crédible. C'est pas que c'était plus crédible, c'était un moyen pour eux d'avoir un éclairage prévisionnel et ils ne savaient pas que finalement ils pouvaient se faire une étude lors d'une consultation, bien souvent. C'était une espèce de formule intermédiaire entre les horoscopes de la presse et puis véritablement d'aller voir l'astrologue. C'était un état intermédiaire. C'était une solution intermédiaire et à moindre coût. Mais bon, encore une fois, ma vie, ça c'est un clin d'œil. Alors, il y a un personnage auquel on pense quand on vous entend parler de l'astrologie et du théâtre. On pense évidemment à quelqu'un comme Elisabeth Tessier, par exemple, qui est également passée à un moment donné de sa vie par le cinéma. Oui, un petit peu, oui. Puis surtout, elle était mannequin. Elle a été mannequin surtout. Alors, je ne sais pas s'il y a une curiosité là-dedans, mais enfin on est nés toutes les deux le même jour, le 6 janvier. Et le 6 janvier, ça a quand même une symbolique assez forte. Le 6 janvier, c'est quand même le jour d'épiphanie. Voilà. Le jour d'épiphanie, et ça m'amuse un peu, quoi, parce que finalement j'ai fait comme les rois mages. Elle a dû se faire ce résumé elle-même aussi. Un jour j'ai levé mes yeux au ciel, c'était en 89. Et je me suis interrogée, j'ai voulu vraiment comprendre un petit peu les clés au-delà du monde terrestre. Et j'observais le ciel, j'étais à Dieu-le-Fit avec Colette Cholet, puisque je faisais un stage sur l'astrologie humaniste dans la Drôme. Et on nous faisait observer le ciel, Saturne, etc. Et c'était un jour exceptionnel, pas comme aujourd'hui. Et on pouvait observer les planètes et Saturne. Et donc Saturne étant donné c'était ma planète, j'observais le ciel, les planètes, avec même les commentaires et l'initiation astronomique. Et finalement, c'est un petit peu le parallèle des rois mages en Galilée, là, qui se sont fait guider par les étoiles, par l'étoile du berger, pour retrouver Jésus, trouver la crèche. Donc avoir un guide par les planètes. Et je trouve qu'il y a une symbolique par rapport à cette date qui est l'épiphanie. Et donc vous faites partie de la catégorie des astrologues médiatiques. Parce que ça aussi, c'est quand même... En quelque sorte, est-ce qu'on peut considérer que vos apparitions sur les médias, c'est un petit peu la conjonction entre l'astrologie, justement, et l'art du spectacle? Moi, je ne cherchais pas à faire du spectacle par rapport à l'astrologie. Par contre, j'ai toujours voulu crédibiliser au mieux l'astrologie. Et je continue. Ce qui veut dire que je refuse et que j'ai refusé pas mal d'émissions de télé.
sauf celle qui permettait de crédibiliser. La première, c'était en 99 dans le Droit de Savoir, au Charles Villeneuve. Et là, c'était l'occasion pour moi de bien crédibiliser le sujet parce les journalistes étaient très contents d'ailleurs parce que j'ai pu avoir le témoignage d'hommes politiques et de cadres dirigeants par rapport à mes consultations. On a pu tourner à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas gagné en général. Et j'ai pu avoir tous des témoignages forts, quoi. Donc ça a marqué beaucoup cette émission. Et ce qui est triste, après cette émission, il n'y en a jamais eu une autre de mémoire aussi forte pour valoriser l'astrologie. On m'a proposé plein d'émissions ensuite, que ce soit pour Mireille Dumas, des émissions de divertissement. Mais bon, justement, là, ça allait basculer un peu vers le spectacle, l'astrologie spectacle, et c'était pas du tout ma démarche. Ma démarche, si j'ai envie de faire du spectacle, je reviens à mon métier de comédienne. Hein. Là, il n'y a pas photo, je ne vais pas tourner autour du pot. L'astrologie, pour moi, c'est vraiment un outil. Alors, comment vous en parlez? C'est un outil. Quelle est la stratégie de communication par rapport à l'astrologie? Comment est-ce qu'il faut en parler aux gens qui ne la connaissent pas ou aux gens qui sont sceptiques? Écoutez, moi, ma démarche, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, comme vous le savez, avec cette crise identitaire que l'astrologie vit, il faut vraiment pas accepter tout et n'importe quoi et essayer d'avoir un discours qui valorise ce domaine. Je vais parler plutôt par rapport à ma démarche, mais personnellement, je continue à refuser tout ce qui est études généralistes. Et j'entends par là horoscope, que ce soit horoscope hebdomadaire, mensuel, annuel, encore ça c'est gentil. Mais bon, tout ce qui est horoscope, aujourd'hui, c'est un vrai danger parce que ça me fait qu'enfoncer l'astrologie toujours de plus en plus. Et il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus d'écoute sur l'outil en lui-même. Donc mon discours, et ça a été la dernière émission sur Direct 8 où j'ai osé dire des vérités qui ne sont peut-être pas bonnes à dire ou qui pourraient pu déranger d'autres astrologues, mais pas ceux qui utilisent l'astrologie avec passion et art en tout cas, parce que là au moins je pense que j'ai pris la bonne défense. Mais l'astrologie a vraiment besoin d'être anoblie de nouveau. Et j'en parle plus comme un outil de connaissance de soi, d'outil de diagnostic, d'éclairage, pour mieux se connaître évidemment, pour mieux appréhender les événements, pour mieux progresser et évoluer. Voilà, c'est parce que mon concept il est simple, l'astrologie, c'est plus un outil, je conçois l'astrologie plus comme l'astrologie évolutive. Astrologie évolutive, ça veut dire, j'entends par là qu'on peut décoller de son thème, à partir du moment où on en a conscience. Quand on a conscience de ses dons et ses talents, ses faiblesses, et qu'on comprend pourquoi on les a en plus, par rapport aux images parentales, parce que les images parentales bien souvent ont un rôle énorme, les parents. Donc, il n'y a pas que les parents, mais on ne peut pas les occulter. Il est très important de comprendre ses points forts, ses faiblesses, et puis avoir envie de les relever, avoir envie de relever ses défis. Donc, c'est un très bon outil, c'est vrai, pour avancer. Je m'en suis servi très tôt au niveau artistique pour les comédiens, pour toutes les personnes qui ont envie d'aboutir à un projet, quel qu'il soit. Bon, c'est vrai que souvent c'est assez créatif, artistique, mais après j'ai élargi le champ d'action pour aider et accompagner toute personne, particulier, dirigeant, cadre, et là en utilisant un autre outil qui est le coaching. Franchement, je voudrais vous demander, avant de parler du coaching, qu'est-ce que l'expérience que vous avez eue justement de la pratique astrologique, est-ce que ça vous a conduit à développer des techniques particulières, d'innover en astrologie? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez éliminées ou que vous avez introduites ou des observations que vous avez pu faire qui vous ont servi par la suite? Moi, je me repose essentiellement sur mon expérience et à partir du moment où, dès le départ, j'ai interprété les thèmes de chacun en tenant compte du passé de chacun, parce que ça a toujours été ma démarche, contrôler les événements passés pour pouvoir contrôler l'influence du transit planétaire sur le passé, parler de la situation actuelle et faire une projection sur les 2 à 3 ans. Ça, c'est ma technique et ça reste toujours la même pour faire une étude assez complète. Mais toujours un flashback sur le passé, en mettant en avant des événements marquants, soit dans l'enfance, soit à un certain moment. Et ça, c'est ça ma base avant tout. Donc c'est du sur-mesure à chaque fois. Et
j'élimine pas, il n'y a rien à éliminer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses ce sont des données que j'observe, des résultats d'analyse qui fonctionnent et à force de fonctionner, d'être vérifiés, je les utilise évidemment plus que d'autres. Et je me tiens compte que les transits pour le prévisionnel, je ne fais pas de RS, très rarement. Les révolutions solaires, pour faire un prévisionnel, c'est les transits planétaires. Mais qu'est-ce que vous appelez, quand vous faites ces fameux flashbacks, quels sont les types d'événements que vous essayez d'expliciter par l'astrologie? Alors les événements, et les événements qui sont explicables par l'astrologie, c'est quoi par exemple? Les événements, mais encore une fois, chaque cas est unique. Donc il y a des personnes qui auront des événements très marquants dans leur thème que d'autres n'ont pas. Donc c'est pas un paramètre égal à tout le monde. Il y a des personnes à la naissance, il y a une grosse... Ça, c'est des thèmes que j'observe. Sur les images parentales, chez des personnes qui sont nées avec de mauvaises positions planétaires dès la naissance et qui indiquent déjà d'entrée à l'arrivée de leur vie, première fois, il y a déjà l'inscription d'un problème au niveau de leurs parents, avec l'absence du père ou l'absence de la mère ou un gros problème de santé sur le père ou la mère. Enfin bon, les images parentales, déjà, c'est la première chose que je repère, parce que c'est notre structure, c'est notre base. Après, il y a les aspects santé, parce qu'effectivement, j'ai développé aussi l'astrologie médicale, énergétique, depuis le début. J'ai un grand feeling et beaucoup d'affinité avec le milieu de la santé. J'ai beaucoup d'amis dans cet univers et des grosses pointures, je dirais même, je ne citerai pas les noms au niveau santé, mais j'ai été beaucoup respectée par mon travail. Je fais des recherches sur des personnes qui ont été touchées gravement. En vue, à ce moment-là, ça date de 5-6 ans, en vue de faire un travail de thèse sur des personnes qui avaient été touchées sérieusement au niveau santé. Et là, c'est pareil, avec des coordonnées de naissance que ces fameux médecins m'ont communiqué en ayant l'autorisation de leurs patients. J'ai fait des recherches et c'est seulement après qu'on a comparé. Donc on se rencontrait régulièrement, je comparais, je vais finir par atrocement mouillé. Et on comparait les résultats, donc entre ce que je diagnostiquais par le thème et ce que le médecin avait observé et avait analysé et le résultat concret de la maladie. Donc ce qui est assez troublant, c'est qu'il y avait un vrai parallèle. Après, je n'ai pas forcément le mot juste pour donner la maladie. Parce que le médecin. Ah oui, parce que parfois j'emploie le terme juste, après je le déclare, il me dit bah oui, c'est exactement ça. Et ça a été un travail qui m'a passionné. Mais c'est comme à partir du moment où il y a un challenge et que c'est rapport à la santé délicat, la vie est trop courte quand même. Je me suis dit, je vais sur des axes où là, en tout cas, il y aura moins de freins, moins d'obstacles pour que les gens soient à l'écoute. Donc seules les personnes qui sont à l'écoute ouverte, j'adore. Par contre, les personnes qui viennent me consulter, au niveau santé, j'hésite pas à leur donner des informations en prévention. En prévention, les domaines que j'aborde bien souvent, c'est des personnes soit qui ont une faiblesse ou des problèmes qui peuvent apparaître beaucoup au niveau du squelette, au niveau du dos. Ça peut être des problèmes récurrents au niveau digestif, intestin, ça peut être des problèmes au niveau du foie, estomac, des problèmes au niveau de la vue. Il y a beaucoup d'aspects que j'observe. Et puis aussi toutes les faiblesses psychologiques, déprime, dépression, que j'observe aussi facilement. Donc tout ça, et ça correspond bien parce qu'en fait je parle de ça souvent sur le passé aussi. Donc j'évoque la santé, j'ai fait beaucoup de recherches sur le passé de mes clients pour pouvoir être justement bien posé et solide pour permettre d'avancer les choses au niveau santé. Donc il y a eu un gros travail aussi sur le passé de chacun pour pouvoir annoncer qu'en perspective il pourrait être exposé. Ça ne veut pas dire ils vont être, c'est la grosse nuance en astrologie, ils pourraient être exposés. C'est un potentiel, il y a une notion de risque. Jamais je dis, voilà, vous allez avoir ça, pour n'importe quelle prévision d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une tendance, ce sont des tendances. Généralement ça fonctionne bien, mais on peut quand même s'autoriser une petite marge d'erreur et dire, voilà, vous avez une marge de souplesse au niveau des événements, vous êtes dans une bonne période, à vous de l'utiliser au maximum. Mais vous pouvez aussi ne pas l'utiliser à son maximum et avoir, au lieu d'avoir une année qui peut être épanouissante et entre guillemets chanceuse, sachant que c'est nous qui prenons notre chance aussi, qui nous la provoquons,
elle peut être plus ou moins importante. Après, c'est la démarche de la personne. C'est qu'on risque de passer à côté d'occasions intéressantes en ne faisant pas assez de tentatives. Oui, voilà, une personne qui a des très beaux aspects, mais qui se sent bien, donc à l'aise, sereine, donc du coup elle fait du cocooning, parce que curieusement elle se sent bien, elle est sereine, et elle ne profite pas de cette période. Alors qu'il y a des aspects très positifs qui peuvent lui donner l'élan d'avancer, d'aller au-delà, de créer, de solliciter, d'avoir de l'audace. Et bien elle passe, effectivement, elle peut passer à côté d'une année. Alors c'est assez rare quand même de passer à côté d'une année, mais il y a un peu cette tendance de s'endormir sur ses lauriers quand il y a des années quand même assez positives. C'est paradoxal. Et c'est paradoxal. Et par contre, à l'inverse, quand les années sont très dures, parfois ces fameuses années difficiles, elles peuvent être bien souvent très remarquables parce que les personnes doivent se dépasser énormément et c'est là où il y a les grands événements, où ils bousculent leur vie parce qu'ils sont confrontés à l'urgence. Et l'urgence, beaucoup de personnes fonctionnent dans l'urgence. En Occident, on est dans l'urgence, puis on fonctionne. Donc en astrologie, vous accordez de l'importance aux bons et mauvais aspects, des choses comme ça. Oui. C'est votre façon de déterminer si l'année est favorable ou pas. Oui, au niveau prévisionnel, en tout cas, j'observe toutes les tendances. Les influences d'Uranus, Neptune, Pluton, Jupiter, Saturne, et après bon, les planètes rapides, ça va, ça vient. Mais c'est les influences, il faut tout considérer. Il peut y avoir un très bon aspect de Jupiter, un mauvais aspect d'Uranus qui coince un peu là actuellement pour les Capricornes, qui ont Jupiter dans leur signe, et Saturne qui est en Vierge, mais avec l'opposition d'Uranus. Ça marche quand même carrément au ralenti. Donc on a beau dire que la chance et l'expansion est pour le Capricorne avance, mais heureusement dans sa détermination, son courage a volonté, mais ça marche au ralenti. Donc la chance il aura en fin d'année, mais tant qu'il est en train de lutter, il avance, il progresse, c'est vraiment une notion d'endurance, de patience. La chance n'est pas la même pour tout le monde. Un Jupiter en Capricorne ne sera pas la même composante de chance qu'en Sagittaire. Un Jupiter en Sagittaire, c'est un vrai Jupiter, c'est une vraie influence de Jupiter bénéfique qui est parlante immédiatement. Il y a un côté expansif. La chance dans le Capricorne, ça veut dire, et tout le monde, c'est valable pour tous ceux qui de cette année, puisque tout le monde profite de ce Jupiter en Capricorne, qu'on soit Capricorne ou pas. Donc c'est la chance, mais à quel prix? À quel prix? C'est-à-dire endurance, volonté, patience, détermination. Donc finalement le Capricorne qui a un Jupiter dans son signe, il s'en moque un peu parce que lui il préfère parfois les transits de Jupiter dans les signes de feu qui boostent. Alors ça lui permet une chose qui est sûre, c'est que là on parle du Capricorne, c'est par rapport à cet aspect, Jupiter renforce ce côté saturnien, mais il y a Saturne en Vierge qui renforce doublement le côté saturnien, c'est-à-dire que le Capricorne il est sous double influence de Saturne. Alors c'est quoi Saturne aussi? C'est frein, obstacle, maturité, maturation, approfondissement, sagesse. Voilà, c'est des valeurs, c'est que des valeurs, mais des valeurs qui ne sont pas lisibles immédiatement. Donc il faut faire ses preuves. C'est pas une année facile. Justement cette année, c'est pas une année facile pour beaucoup de gens, pour tout le monde, à cause de cette double influence de Saturne. Comment est-ce que vous communiquez avec votre client? Vous lui expliquez un peu les règles du jeu, la façon dont l'astrologie perçoit les choses, où est-ce que tout de suite vous pensez parler la langue qu'il comprendra, ou est-ce que vous faites un travail d'explicitation de votre Non, je m'arrange pour avoir un langage clair pour lui. En fait, lorsque la personne vient, j'ai préparé un peu le thème avant, mais pas énormément, parce que j'ai une capacité à rentrer dans le thème et analyser. Donc ça c'est une chance pour moi d'être téléguidée sur le terme du ciel. Je n'aurai pas besoin de passer 2 heures dessus, heureusement. Non, je la prépare une minute. Est-ce qu'on peut parler d'une sagesse astrologique? Est-ce que l'astrologie a une façon à elle de parler du monde et de percevoir les gens? Je pense, Jacques, qu'il y a une certaine sagesse à avoir. En tout cas, moi, après, chacun gère sa vie, chacun gère. Mais bien sûr qu'il faut avoir une certaine sagesse. Il ne faut pas jouer avec ça. Moi, l'astrologie, encore une fois, je considère comme un outil, mais un outil d'aide. Et pour positiver, pour aider, pour accompagner. Mais sûrement pas pour casser, pour démolir des rêves. Il y a plein de nuances. En fait, l'astrologie, c'est plein de nuances. C'est pour ça que je dis c'est un art, parce qu'un pianiste, s'il doit interpréter son morceau et qu'il doit jouer sa gamme avec ses notes, si on joue avec les notes, c'est plein de nuances. Il faut pas grand-chose avec un changement de rythme.
de force sur une note pour donner une nuance. L'astrologie, c'est pareil, si on interprète, il faut considérer ces nuances. C'est pas blanc-blanc, c'est pas noir-noir, il faut vraiment avoir un esprit de synthèse, d'analyse, et au-delà de tout ça, avoir vraiment d'idées, je pense, parce que si c'est se faire plaisir et bluffer son monde pour montrer qu'on sait qu'on est un astrologue et que ça marche, ça suffit pas. Au-delà de tout ça, quand on sait que ça fonctionne, qu'on a fait ses preuves, je pense que c'est vraiment bien. Je suis complètement trompée. J'ai pris une douche en direct là. Alors, on va passer au... Alors, je suis en train de réaliser que je vais prendre un petit peu de savon et... Voilà. On aurait pu avoir du soleil aujourd'hui quand même. Hein. Oui, on a. Pour des astrologues, on a mal prévu notre coup là. C'est beau hier, mais bon. Et donc, comme quoi, la météorologie, c'est pas évident. Mais alors, ce mot dont vous avez parlé tout à l'heure, le coaching, est-ce que c'est autre chose que ce que vous allez aborder maintenant? Ah oui, le coaching, c'est en fait la deuxième partie, c'est la suite que je propose pour les personnes intéressées. Par exemple, un suivi. C'est le suivi, c'est un accompagnement où tout le monde n'en a pas besoin, bien évidemment, mais par exemple dans un thème, si j'observe qu'il y a une phase difficile de transition, la personne doit se remettre en question professionnellement, et d'ailleurs elle le confirme, à la fin elle dit oui, j'ai un souhait de changement important professionnellement, et souvent elle ne sait pas, c'est l'histoire du choix, après le choix est très important, mais bien souvent ils ne le savent pas, il y a plusieurs directions qui se présentent, et par exemple le coaching peut être du coaching professionnel là-dessus. Alors moi j'ai cet outil qui est l'astrologie qui me sert de diagnostic, d'étude préalable, et je trouve que c'est pas négligeable. Alors je peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser parce que j'ai des personnes qui viennent me voir en tant que coach et qui ne savent pas que je suis astrologue. Et s'ils ne me demandent pas un thème, je ne leur en parlerai pas. Maintenant, quelqu'un qui me connaît en tant qu'astrologue et qui sait que je suis coach, il y a une suite logique. Là, en général, ça suit son cours. Mais je ne vais pas imposer l'astrologie, en tout cas dans le coaching. Maintenant, il y a plusieurs personnes, malgré tout, qui optent pour le faire à un moment donné, parce que quand ils sont en confiance, en confiance dans mon travail astrologique. Alors le coaching, c'est quand même une certaine prise de responsabilité de la part de l'astrologue, du coach. L'astrologue, lui, il a plutôt tendance un peu à se déresponsabiliser, en disant bon voilà, c'est écrit comme ça en les astres, mais en fin de compte, il ne s'engage pas vraiment, il ne prend pas vraiment la personne en main. Ah oui, c'est un autre rôle, c'est une autre posture. C'est-à-dire qu'une fois que l'astrologie, le thème est fait, si la personne opte pour un accompagnement et que je le vois pour une première séance de coaching, après on rentre dans un autre monde. C'est-à-dire que je ferme la porte un peu de l'étude astrologique, ils ont eu des informations qu'ils souhaitaient, et après on est dans la démarche, moi je suis neutre, je reste dans une neutralité et faire au mieux pour qu'ils atteignent leur objectif. Donc la démarche du coaching elle-même n'est pas fondée sur l'astrologie. Il n'y a pas un élément d'astrologie que vous pouvez utiliser pour le coaching. Par exemple, ça fait un cycle, par exemple. Si, il y a moyen. Bien sûr, quand c'est des cycles très positifs, c'est dommage de ne pas le signaler et en profiter, bien sûr. Maintenant, si c'est une phase délicate et que la personne a vraiment envie d'avancer, je vais plutôt respecter son désir d'avancer plutôt que se scotcher sur le thème qui annonce une phase délicate. C'est vraiment, je vais beaucoup plus tenir compte du désir de la personne, de son besoin. Et maintenant, au niveau du thème de naissance, au niveau des dons et des talents, là par contre, une fois que je l'ai fait, je garde en mémoire en général les potentiels de la personne, et ça c'est très utile pour orienter, pour guider sur des choix. Se dire qu'elle peut utiliser tel talent, qu'elle n'a pas encore utilisé, si elle hésite, pourquoi elle ne relèverait pas ça en elle, qu'elle n'explorerait pas ces domaines-là. Ce serait dommage de ne pas profiter d'une base astrologique. Mais encore une fois, c'est avec plein de nuances, ça dépend qui on est en face, si la personne est ouverte, pas ouverte, si elle a fait faire son thème avant, si elle l'a demandé, etc. Je veux dire, on peut coacher quelqu'un sans l'astrologie à la base, on peut le faire, parce que voilà. Maintenant d'avoir cette maîtrise-là, c'est une expertise, c'est plutôt un plus qu'un moins. Donc il faut être logique. Quand on a un talent, si on peut en plus l'observer sans l'exploiter en des mesures, mais
en tenir compte, si c'est enrichissant pour le travail, pour amener une évolution positive et optimiser au maximum. Oui, dans ce sens-là, mais j'ai beaucoup d'éthique sur ce plan-là. Parce que l'astrologie, c'est un monde, le monde du coaching, c'en est un autre. Et je suis à la fois, j'adhère à une déontologie au niveau du coaching et j'adhère à une déontologie au niveau de l'astrologie. Donc je m'arrange pour que ça soit assez cohérent tout ça. Oui, alors, oui, effectivement, est-ce que vous pensez qu'il y a des configurations collectives? Est-ce que vous pensez qu'il y a uniquement, est-ce que chacun a son propre destin ou est-ce qu'il y a un destin collectif qui est celui de la société, qui est celui de l'époque? Ah, je voulais dire au-delà de l'astrologie, du thème individuel. Oui, c'est ça. Ah oui, ah bah forcément. Oui, Jacques, oui, il y a un destin collectif, mais il y a un destin collectif, mais qui repose aussi sur l'astrologie, puisque là, le collectif, c'est ces planètes-là qui se jouent sur notre planète, sur l'économie, l'écologie, la technologie. Donc, il y a le destin collectif. Tout le monde est très concerné, mais c'est pas non plus fait de hasard. Quand on fait un clin d'œil sur le passé, sur les grandes périodes de l'histoire, les grandes technologies industrielles, on a pu montrer que c'est des influences planétaires qui sont puissantes. Pluton, il y a beaucoup de choses. Uranus, après tout ça, c'est des analyses pointues dans chaque époque. Dans chaque époque, il y a eu des grands booms. Non, mais je veux dire, entre la dimension purement individuelle et la dimension purement mondiale, il y a aussi une dimension intermédiaire qui est tout simplement que les gens peuvent être marqués autour de soi par des configurations du même ordre. Oui, oui, on est d'accord. Les configurations du même ordre reposent sur ces planètes, sur l'influence des planètes lentes, pour moi, qui ont une énorme incidence sur l'évolution de la planète, des idéologies, de l'écologie, de tous ces problèmes de pollution, de cette phase de crise dans laquelle on est, etc. Je veux dire, donc ça c'est un paramètre, un dénominateur commun, collectif, mais je ne peux pas le dissocier des influences planétaires, puisque au niveau de l'histoire, on a pu observer des grands changements des époques où ces influences il y a des correspondances par rapport à l'histoire. Donc il y a des correspondances. Maintenant, n'oublie pas, cette époque-là est une période unique qui ne ressemble à aucune autre. Et il y a des paramètres sur certains points similaires. Quoi. Est-ce que est-ce que par exemple dans les couples, est-ce que vous avez peut-être étudié déjà des couples, des problèmes de synastrie? Est-ce que comment dirais-je, les événements, je sais pas, il y a l'impression comme dans la vie, il y a beaucoup de choses qui, parfois, ce sont les gens qui bougent autour de nous, qui n'ont pas l'impression. Je voulais vous poser une question justement sur cette nouvelle planète dont on parle beaucoup. Elles sont arrivées tardivement dans l'astrologie, et est-ce que vous êtes sensible aux dernières découvertes astronomiques qu'on peut faire, ou est-ce que ça vous est un peu indifférent? Je crois qu'il faut être carrément humble sur ce plan-là, même s'il y a des dernières découvertes, tant qu'il n'y a pas le recul pour expérimenter ce que ça donne, il vaut mieux être prudent et ne pas trop en parler. Maintenant, il y a ceux qui cherchent et qui creusent et qui contrôlent tout ça, donc ceux qui ont le temps, très bien. Moi, c'est pas ma démarche, j'ai pas le temps de faire des explorations sur les nouveaux, ce qu'on découvre. Ce qu'on découvre pour le moment est trop frais. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps pour pouvoir prétendre dire que telle planète a telle influence. Finalement, c'est toujours le recul, c'est toujours le fait de répéter, de pouvoir contrôler, répéter, avoir ce phénomène de répétition, d'influence de telle planète sur tel événement, sur telle personne, qui permet de dire que voilà, ça a telle influence. Uranus, Neptune, Pluton. Maintenant les autres, je ne sais même pas de quoi on parle les autres, parce que il n'y a rien d'établi pour le moment, quoi. Il n'y a rien d'établi vraiment pour le moment. Alors, toujours vous parlez d'un peu d'astrologie mondiale. Est-ce qu'il y a des... Quand on fait le bilan du XXe siècle, est-ce qu'il y a des réussites en astrologie? Est-ce qu'il y a des échecs concernant les prévisions mondiales?
Bon, ça, je pense que tout le public a pu s'en rendre compte. Il y a des personnes qui ont fait des prévisions mondiales, elles sont plus souvent négatives. Il y a plus souvent des échecs que des réussites au niveau des prévisions mondiales. Donc ça reste quand même assez aléatoire. On est toujours en position de force quand on a un thème natal avec la date, l'heure et le lieu. C'est là où on est le plus à l'aise. Maintenant, à l'astrologie mondiale, moi ça m'intéresse, mais je ne vais pas m'amuser au niveau médiatique. Par contre, à annoncer, ça par contre, c'est pas ma démarche. D'autres s'en sont occupés. Je laisse la place. Oui, mais justement, vous, de manière, avec un peu, en étant extérieur, qu'est-ce qui vous a marqué un peu dans ce domaine, parmi vos collègues, enfin, parmi ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a des réussites particulièrement spectaculaires? Non, je suis désolée. Par exemple, l'affaire du mur de Berlin, là, on associe à André Barbeau avait annoncé cela, les toxiques Saturne-Neptune. Oui, mais lui, il est spécialisé. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour André Barbeau parce que lui, il est spécialisé dans l'astrologie mondiale et il passe beaucoup de temps à étudier, donc ça repose sur du temps passé, un intérêt réel, une passion. Donc tout ce qu'il a pu explorer ou évoquer, en tout cas, il a au moins le mérite d'avoir travaillé là-dessus et puis que ça corresponde, il y a des correspondances. Donc je pense que son travail et ses prévisions sont assez intéressantes. Tout n'a pas exact, mais sont intéressantes et moi c'est la personne que je respecte le plus pour l'astrologie mondiale, quoi. Quel intérêt avez-vous à fréquenter quand même certains milieux astrologiques, vous allez dans des réunions, des colloques, ça vous apporte quoi? C'est au niveau personnel, humain, relationnel? Bon, au niveau intellectuel, etc., pas vraiment, parce que je suis souvent déçue. C'est pas vraiment sur ce plan-là. C'est beaucoup plus le fait de rencontrer les confrères, de partager un peu et surtout par rapport à cette période dans laquelle on vit, justement, je trouve que moi qui suis très individualiste, c'est un peu trop parfois indépendante, je suis beaucoup plus dans une démarche d'ouverture avec mes confrères, beaucoup plus depuis un an. Et j'ai discuté beaucoup, j'ai rencontré plusieurs personnes, je les ai beaucoup appréciées, j'ai pu discuter, avoir mon privilégié avec Didier Gélin, avec Meredith Duquesne. Je dois revoir Yves Lenoble, il doit se dire mince, je n'ai pas encore appelé, mais bon, ça va se faire, parce que c'est tout un parcours, on se croise à chaque fois. Et non, c'est vraiment le partage, et par rapport à cette situation dans laquelle on vit actuellement sur l'astrologie, notre domaine, on va peut-être laisser passer la péniche. Oh la jolie péniche! Tu peux filmer. Pendant ce temps-là, je fais aussi. Peut-être qu'il y a un fonctionnaire, laisse-moi passer la péniche. À l'époque, c'est pas moi-même qui ai fait la navigation. Non, disons que on est quand même. Par exemple, vous allez rencontrer Yves Lenoble, vous allez parler de quoi avec Yves Lenoble? De ses travaux? Ça ne regarde pas. Non, mais je veux dire, quel genre de sujet? Non, mais moi je parlerai de plein de choses avec Yves Lenoble parce que c'est tout un passé, c'est une histoire, c'est tout mon parcours. Il m'a connue très tôt, il m'a connue comédienne, il m'a connue, j'étais étudiante. Non, je ne peux pas vous dire, ce sera très riche, très large. Non, après, non, c'est pas le bon exemple. C'est une façon, c'est un peu d'évoquer un peu le passé. Oui, c'est On pas. est dans une période un peu rétro comme ça, actuellement. Oui. Non, disons que Yves Lenoble, c'est pas forcément un bon exemple parce que je ne vais pas être enfermée sur l'astrologie. Mais par contre, je suis comme dans une phase de bilan, sûrement comme beaucoup d'astrologues. Je suis dans une phase de bilan, et une bilan qui est un bilan un peu attristant. Vraiment. Parce que, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai fait beaucoup pour essayer de crédibiliser l'astrologie, refuser beaucoup de choses, écrire des articles, j'ai de très bons articles. Mais arrivé là, on se rend compte que cette année, tout le monde le dit. Parmi le milieu astrologique, il est très difficile pour l'astrologie de se placer et d'être valorisé actuellement. Il y a, à part encore ces histoires d'horoscope qu'on peut toujours faire à la radio ou à la télé, mais moi personnellement, je n'en retire aucun plaisir. Ma tête a besoin de fonctionner, j'ai besoin d'aller tout plus loin dans la recherche. Donc je suis toujours en projet, je suis toujours en train de parler avec les chaînes, j'essaie d'avancer, j'y arriverai peut-être, on verra bien. Mais ça demande beaucoup de patience. Et ça demande de dire non à aussi beaucoup de choses. Mais le milieu astrologique, je crains que c'est pas fini.
la crise. Franchement, je crois que... Mais vous nous parlez de crise, vous parlez de crise identitaire. Identitaire, c'est surtout ça, identitaire. Identitaire. Il y a eu trop d'amalgame avec le milieu de la voyance, avec le paranormal. Donc ça, c'est une des raisons. Une des raisons. Alors justement, à ce propos, Mais... Catherine, oui, Lire, oui. vous avez souvent été... vous avez souvent représenté l'astrologie justement dans certains salons de psychologie, parapsy notamment. Pas de dé, un seul. Oui, donc là, vous étiez l'astrologue au milieu de voyance. Bah oui, c'était courageux. Oui, c'est ça. C'était courageux. C'était une démarche courageuse, surtout que je ne suis pas à faire des compromis, donc effectivement, c'est une manière pour moi d'offrir et pour que les personnes comprennent que l'astrologie c'est autre chose. Et je peux vous dire que je me donnais la peine, parce que j'étudiais les thèmes et c'était fastidieux. C'était fastidieux, mais c'était l'occasion de faire découvrir l'astrologie et voilà, avec les outils que j'avais, un petit appareil qui me sortait les degrés des planètes, etc. de mon côté. Non, je l'ai fait quelques années, pas énormément, mais... Vous avez connu notre ami Christian Gourdin. Je connais Gourdin. Oui, non, mais je ne le connais pas bien. Je peux pas en parler. C'est quelqu'un d'intéressant qui a fait une thèse de doctorat sur... Il n'est pas... à l'astrologie. Non. Donc c'est assez étrange, c'est un universitaire, enfin, il a fait un doctorat et puis finalement la seule chose qu'il a pu faire c'est de le mettre sur sa... Enfin moi je n'ai pas vraiment d'affinité, donc je ne vais pas parler de ce monsieur, je ne me vois pas d'affinité. Mais pour revenir à mon activité, c'était une manière de faire découvrir l'astrologie effectivement, une fois par an. Ça a duré 4-5 ans. Vous utilisez un ordinateur pour faire ça, je pense. C'était juste les degrés, les positions des planètes à sortir sur un petit bout de papier et j'ai monté la carte du ciel. Et on arrivait à travailler dans des conditions... J'arrivais moi parce que j'ai des capacités de concentration importantes, j'ai des grandes capacités de concentration, les personnes m'ont vu, ils m'ont suivi après d'ailleurs, ces personnes m'ont suivi après à mon cabinet et je ne les voyais pas forcément après le salon. Non, ça il y a un passage. C'était un passage, d'ailleurs je ne le fais plus, j'y allais à reculons un peu, j'y allais toujours à reculons, c'est curieux parce que j'y allais pour me dire, c'était l'occasion de rassembler un certain nombre de mes clients déjà qui pouvaient me revoir plus facilement, mais j'avais pas une grande motivation. J'avais pas une grande motivation. Justement, le mélange des gens m'a toujours dérangé. Ça me dérange toujours autant, quoi. Ça me dérange toujours autant. Ce mélange d'assimiler l'astrologie et la voyance alors qu'on est dans deux mondes différents, deux univers différents, les astrologues qui sont complètement passionnés dans leur domaine n'ont pas forcément du tout un intérêt pour la voyance. Que les gens aient des dons dans ce domaine, très bien, tant mieux s'ils en ont. On n'est pas là pour contrôler, on n'est pas là pour juger, c'est très aléatoire. Le domaine de la voyance est encore bien plus aléatoire que l'astrologie, quelque part, parce que ces histoires de flash, de perception sur l'avenir, c'est pas sur commande. Déjà, vous imaginez, les personnes qui viennent voir la voyance, c'est pas sur commande. Ça veut dire qu'une fois sur 3, une fois sur 10, il y aura peut-être réponse sur un phénomène de voyance pure. Après, c'est l'usage des cartes, des outils, l'interprétation des cartes, ça reste quand même aléatoire. Il n'y a pas photo pour ma traduction, soit des données de naissance à l'usage des cartes. Vous allez faire tirer les cartes par 3 tarologues dans la même journée, vous aurez 3 versions différentes. Mais ça repose sur une telle logique que, après, chaque personne, en fonction de son désir d'avoir des réponses efficaces, etc., iront vers la même personne. Finalement, il y en a beaucoup, des personnes nébuleuses, des personnes qui aiment être dans le flou, comme par hasard, qui sont un peu nébuleuses, vont être plus attirés dans la voyance, parce qu'ils aiment ce côté magique nébuleux. Mais quelqu'un de très pragmatique, qui a besoin d'être cadré, d'avoir un peu des éléments qui se contrôlent sur le passé, sur le caractère, sur les dates, sur quelques dates quand même, en donnant un champ quand même. On ne peut pas dater les événements avec la voyance, déjà ça c'est très frustrant. Mais justement, pour aller un peu dans la direction de ce parallèle entre la voyance et l'astrologie, je dirais que dans la voyance, notamment dans la voyance et aussi dans les cartes, etc., l'opinion intervient plus,
il tire les cartes, etc. Le voyant, pose des questions aussi. Oui. Donc il dit quelque part en posant ces questions. Alors qu'en astrologie, moi j'appelle ça un peu une relation aseptisée, c'est-à-dire que le client il arrive, il donne sa date de naissance et puis tout va fonctionner à partir de là. Et il a l'impression qu'il n'a pas interféré, il n'interfère pas. Ça dépend de l'astrologue. Ça c'est vraiment... tout dépend du caractère de l'astrologue. Pour moi, c'est pas aseptisé du tout. Les consultations ne sont absolument pas aseptisées. Non, mais le point de départ, vous ne dépendez pas de ce que vous dit le client. Vous ne dépendez pas du fait que le client ait choisi ce jour-là pour venir vous voir et que le tirage ne sera pas le même et que le client va tirer ceci et pas cela. C'est quelque chose, disons, d'objectif et de constant, le thème astral. Oui, c'est constant, oui, heureusement que c'est constant. Mais c'est pas aseptisé. Après, peut-être que certains travaillent de cette manière. Moi, ce qui se passe, c'est que je fais le thème, j'interprète. Au milieu de la consultation, il y a ce rapport d'échange pour déjà m'assurer qu'il aura la réponse à ses préoccupations. Et je ne le demande pas forcément au départ parce que dans le thème de naissance, lorsqu'une personne vient, on a déjà les indications. S'il y a des préoccupations ou un climat difficile, on a déjà la réponse sur la raison pour laquelle il vient dans le thème. Donc ça trompe toujours mes clients. Je lui dis, je suis persuadée qu'en dominante, après la météorithème, vous venez me voir pour tel domaine. Et ça s'explique, et j'explique et j'enchaîne, et ça s'explique. Alors après, il y a généralement toujours 2-3 domaines qu'ils aiment aborder. Une consultation, surtout c'est une étude complète. Donc, mais je fais le parallèle, et je leur donne et je leur dis, même bien avant le milieu de la consultation, c'est pour qu'ils... Ça les interpelle doublement parce qu'ils viennent avec une problématique et c'est celle-ci que je vais évoquer en premier. C'est pas un hasard, je veux dire. Quand il y a des aspects très puissants qui touchent soit la maison, le domicile, des problèmes au niveau de l'immobilier ou la maladie ou un changement professionnel, ça ressort tellement que... Oui, mais enfin c'est assez étrange parce qu'en même temps le thème, c'est toujours le même thème. Non mais là je parle il y a le thème de naissance et les transits. Oui, je parle sur le plan prévisionnel. Oui, d'accord, mais enfin... C'est sur le plan prévisionnel que je parle. J'ai remarqué que souvent les astrologues interprétaient le thème natal comme représentant quelque part le problème du moment de la consultation. Mais pas du tout. Il y a deux choses. Parce que mon analyse est toujours en deux temps. Lorsqu'une personne vient me voir, j'interprète le thème de naissance. Donc le thème de naissance, c'est tout ce qui fait partie de l'individu, sa naissance, ses dons, ses talents, ses faiblesses, etc. Les images parentales. Et c'est la deuxième partie que j'aborde au niveau prévisionnel. Et c'est à ce moment-là, lorsque j'aborde l'aspect prévisionnel, que je leur dis, je ne serais pas étonnée que vous veniez me voir pour tel problème, parce que voilà, vous avez de très mauvais aspects dans tel secteur, ou de très bons aspects dans tel secteur, et même quand on a de très bons aspects, on peut être très embarrassé à faire des choix. Parce que même dans les périodes positives, c'est pas toujours aisé de faire des choix. Donc là, ça c'est une démarche que mes clients apprécient bien, parce qu'il y a une résonance. Ils se disent, c'est pas non plus le fait du hasard, si, je sais pas, on va bien me voir, dites-moi, vous devez avoir des problèmes au niveau de votre domicile, il y a eu de grosses inondations chez vous. Et ça peut s'observer par des aspects astrologiques, c'est pas de la voyance. Des grosses inondations ou des gros problèmes électriques, enfin des trucs où ça nécessite de gros travaux. Ah bah oui, justement, c'est bien que vous m'en parliez, parce que alors là, pour le coup, j'avais oublié ça aussi, oui, j'étais embêtée, j'étais très embêtée. Il y a moins d'un mois, ça m'a mobilisé mon temps, mon énergie, je suis en pleine réparation, enfin, catastrophe, inondation, dégâts des eaux. Ça c'est le côté matériel, ça peut être n'importe quel domaine, bien sûr. Est-ce que vous avez remarqué que à certaines époques, les questions posées ou les problématiques posées chez vos clients se recoupaient? Il y a parfois des dénominateurs communs sur certaines années parce que qui viennent de l'influence de planètes influentes. Alors souvent les planètes lentes, toujours. Ça c'est clair que même si les personnes ont un thème très différent, il y a une influence qui se joue après dans un autre secteur. Les influences d'Uranus m'ont incité à donner des explications ou des prévisions récurrentes sur 2-3 ans parce que par exemple Uranus est en poisson depuis 3-4 ans et que ça gêne. Il y a quelque chose qui... C'est pas sur des cycles courts, généralement c'est sur toujours 2-3 ans, 2-3-4 ans. Il y a un climat quoi. Alors
Pour certains, ça va concerner leur vie privée, d'autres la vie professionnelle, d'autres la santé, mais les influences d'Uranus vont se jouer d'une manière subtile. Au niveau santé, j'ai observé effectivement que là, c'était effectivement, j'ai jamais autant... on va laisser passer la péniche. Voilà. Ah voilà, j'espère que je ne vais pas attraper froid parce que ça devient de plus en plus frais. Hein. Vous oubliez de la lumière, c'est entre la lumière. Alors je vais quand même vous dire ce petit clin d'œil là, oui, donc pour répondre à votre question, j'ai jamais annoncé autant depuis 3-4 ans et ça s'est vérifié. Hein, voilà. Des personnes, alors c'est pas un truc important dans la vie, mais quand même, des problèmes chez mes clientes ou clients. Concernant la santé et particulièrement étant particulièrement touchée au niveau des pieds, les pieds. Et ça par contre là, pour vous donner cet exemple, récurrent quoi. J'ai eu cette année dernière en 3 ans, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont souffert des pieds, ce qui est logique. Ce qui est logique vu les influences d'Uranus en Poisson, en plus cette année en plus opposée à Saturne en Vierge. Et je rigole parce que j'ai des amis qui sont podologues et je leur ai dit, dis-moi, depuis 2-3 ans, tu n'as pas eu d'augmentation de clients. Et c'est vrai. Et il y avait une belle correspondance. Et croyez-moi, là, c'est un bon métier hein, depuis 3-4 ans. Hein. Je suis allée chercher un boulot podologue. Alors là, pédicure et podologue, que du bonheur. Hein. Mais pendant combien de temps encore? Ah ben là, le temps que Uranus est en Poisson, ça peut encore se le faire. Hein, 2 ans. Je crois bien plus. 2 ans, 2-3 ans. Enfin bon, bref. Et c'est vraiment récurrent quoi. Mais alors ces problèmes, généralement, je leur dis selon leur thème, parce qu'après c'est des problèmes différents selon les thèmes de naissance. Mais pour finir, c'est peut avoir des problèmes donc, de pieds creux, pieds plats, et les problèmes se révèlent à ce moment-là, des entorses aux chevilles, des douleurs à cause aux pieds, des ongles incarnés, de l'eczéma. Enfin voilà, j'aurais passé tout dans en large et en travers depuis 2-3 ans. Je peux être une très bonne collaboratrice des podologues et des pédicures. Je veux qu'on revienne sur... Est-ce que l'astrologie vous permet d'expliquer votre carrière? Est-ce que vous avez expliqué à ce moment pourquoi à un moment donné vous êtes revenu à l'astrologie? Est-ce que vous donnez vos propres grilles personnelles pour comprendre ce qui vous est arrivé dans votre vie? Ah oui, moi, mon thème, effectivement, les transits planétaires par rapport au passé, par rapport à mes grands changements, c'est-à-dire mon premier passage, mon changement de vie de comédienne à astrologue, correspond à des événements, correspond à des transits extrêmement puissants. C'est pour ça que c'en était déroutant pour les autres, parce que j'ai eu à ce moment-là, quand j'ai décidé de me lancer dans l'astrologie, il y avait Neptune en Scorpion. J'avais donc Neptune était à ma naissance en Scorpion. C'est les influences d'Uranus et Neptune. Je suis morte de froid. J'avais Neptune et Uranus en Capricorne, qui avait transité sur toutes mes planètes en l'espace de 2-3 ans. Et comme j'ai une conjonction de planètes en Capricorne, 4-5 planètes en Capricorne, c'était vraiment phénoménal. Quoi. Ce transit de Neptune-Uranus sur toutes mes planètes. Merci. Oh, je crois que j'ai... merci beaucoup. C'est dommage qu'il reste... un chocolat chaud, je crois. Le beau temps d'hier et tout ça, ça va... Donc, continuez votre regard sur votre propre... Moi, j'ai de très belles